Madame la ministre d'État, on va commencer la série des questions. Je souhaiterais, pour les professionnels des médias qui nous suivent, pour justement de besoin de pédagogie, de poser une question claire. Comme ça, on peut vous répondre clairement. On ne prendra pas des questions qui sortent du cadre de cet accord parce que c'est un exercice spécial qui vise évidemment à éclairer votre lanterne, mais aussi la lanterne de l'opinion. Au-delà de l'exercice de ce soir, nous serons sur vos plateaux avec nous, pas seulement, mais d'autres experts pour qu'on explique de A jusqu'à Z les contenus de cet accord. On va commencer la série avec Madame Christiane Ekambo et je demanderai à Monsieur Pichu Mulumba d'avancer après lui. Madame la ministre d'État, nous avons une liste d'à peu près 10 questions des professionnels des médias. On va voir comment on va gérer les temps, pour autant que ceux qui prennent la parole tiennent compte justement de la nécessité pour nous d'être brèves, claires et précises pour ce qui vous concerne, Madame Ekambo. Allez-y avec votre question. Madame. Merci, Monsieur le ministre. Madame, j'ai 2 questions, mais avant toute chose, permettez-moi Madame la ministre d'État, de vous signaler, de vous dire ici que vous faites la fierté des femmes congolaises. En tout cas, nous profitons de ce micro pour vous féliciter pour cette réussite. Vous avez pu réussir là où bon nombre de vos collègues ont marqué le pas. En tout cas, une fois de plus, félicitations pour la signature de cet accord. Pour la première question, 30 années de guerre, 30 années d'atrocité. Même le président américain a signalé les atrocités de cette guerre en utilisant même les mots que vous connaissez. Et aujourd'hui, que peuvent attendre ces femmes violées, tous ces déplacés qui n'ont plus de racines, des ressources, des familles dispersées? Vous avez parlé de 135 000 Congolais qui sont au Rwanda et dans l'ensemble, à peu près des 150 personnes à l'étranger. Ça, c'est pour la question humanitaire. Dans le préambule et même dans les annexes, Madame, vous parlez de l'accord. S'il vous plaît, je ne dérogerai pas. Donc, allez-y rapidement, mais oui, je ne dérogerai pas. Je voudrais dire ici, on ne sent pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les échéances qui ont été données, c'est-à-dire les chronogrammes, à partir du moment où on a signé l'accord, qu'est-ce qu'on fait, les obligations de chaque partie, et puis le mécanisme de suivi. Vous avez parlé un peu du le cadre conjoint, les mécanismes conjoints, mais vous voulez vraiment nous expliquer les chronogrammes, c'est-à-dire quand est-ce qu'on commence, quelles sont les obligations de chaque partie. Tout à fait. Parfait. Excellent. Merci beaucoup pour ces 2 questions extrêmement pertinentes. Et évidemment, je vais commencer avec la première, c'est celle qui nous tient le plus à cœur, c'est évidemment la situation de nos compatriotes dans les zones sous occupation et leur attente légitime et tout à fait compréhensible que leur situation se change rapidement. Et ça veut dire que nous faisons face à de grandes attentes quand il s'agit de la mise en œuvre de cet accord. Et quelles sont les attentes que les survivants et les compatriotes que nous avons dans les zones occupées peuvent avoir? Comme je le disais, l'accord est un accord de paix qui entérine donc aussi le retour de l'autorité légitime de l'État congolais dans les zones occupées. Ce retour nous permettra, nous, en tant que gouvernement congolais, que ce soit le gouvernement central de Kinshasa ou le gouvernement provincial du Nord et du Sud Kivu, de justement répondre à ces attentes de nos populations. Cela veut dire que les questions de retour de déplacés, que ce soit des réfugiés ou des déplacés internes, auront une interface légitime pour justement interagir avec nos acteurs ou nos partenaires humanitaires différents qui vont faciliter les retours dans les zones ou dans les communautés d'origine de ces personnes déplacées.
Cela voudra aussi dire que nous pourrons, avec des efforts concentrés sur ces zones affectées par ces années d'occupation, ou plutôt ces mois d'occupation, nous permettre justement d'injecter des ressources, de concentrer nos efforts justement sur la réhabilitation, sur la prise en charge de ces populations dans des domaines différents, à savoir les domaines de la santé, à savoir les domaines de l'éducation. C'est un retour de l'État congolais aux côtés des populations qui, pendant ces derniers mois, étaient livrées justement à des forces qui occupaient avec violence et avec force le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et donc, quand on se projette dans l'avenir dans l'avenir imminent de cet accord, c'est justement de cela qu'il s'agit. Le retour de l'État congolais aux côtés des populations civiles congolaises. La deuxième question que vous avez posée, c'est une question aussi tout à fait légitime, justement, quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les prochaines échéances? Et j'en ai déjà parlé, le mécanisme conjoint de la sécurité est prévu d'être mis en place 30 jours après la signature de l'accord. Et je peux vous rassurer que du côté de la République démocratique du Congo, nous sommes déjà prêts nous avons déjà, si vous voulez, clôturer l'étape nécessaire de notre côté d'identifier les personnes qui vont représenter la République démocratique du Congo dans ce mécanisme et justement de cette manière impulser aussi son entrée en vigueur rapidement pour permettre que ce mécanisme commence le travail. Il y a aussi justement trois mois pour le lancement du cadre d'intégration économique régionale et je pense que ça c'est important aussi parce que ça veut dire que nous avons 3 mois où nous pouvons suivre les avancées dans la mise en œuvre de l'accord de paix et voir justement si ces avancées sont assez encourageantes pour aussi se projeter dans une logique d'un cadre d'intégration économique régionale. Et nous avons aussi 45 jours pour la tenue de la première réunion du comité de surveillance conjointe. Donc des jalons quand même assez clairs qui nous permettent à faire un suivi, que ce soit au niveau du terrain ou que ce soit au niveau politique un peu plus élevé ou plus stratégique, de voir où est-ce qu'on en est avec la mise en œuvre de cet accord. Très bien. On va prendre la question de Pichu Moulumba. Je vais demander à Daniel Michombero et à M. Israël Moutombo de s'approcher du micro pour les prochaines questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Madame la ministre d'État, j'ai juste 2 petites préoccupations. La première, c'est que n'y a-t-il pas une ambiguïté concernant la présence des FDLR dans cet accord? On sait que depuis 30 ans, la présence des FDLR sur le sol congolais constitue la justification constante des agressions militaires du Rwanda en RDC. L'accord prévoit-il une évaluation indépendante de la réalité et de la menace qui représenterait encore les FDLR maintenant et après leur neutralisation? La deuxième préoccupation concerne la question humanitaire. Le gouvernement a récemment dénoncé la transplantation des populations étrangères dans des zones occupées. Comment le retour des déplacés sera-t-il organisé si ces espaces de vie sont occupés par d'autres populations? Que prévoit l'accord à ce sujet? Alors, la première question sur la question des FDLR, en effet, cela fait près de 30 ans que ce prétexte est recyclé. Et réchauffé à toute sauce. Et justement, c'est la raison pour laquelle il est dans l'accord, parce qu'on veut y mettre fin. On veut mettre fin à cet accord, à ce prétexte récurrent d'une présence et d'une menace soi-disant des FDLR. Si tel est le cas, eh bien justement, nous avons un accord qui prévoit dans son CONOPS des étapes très claires, bien définies sur comment on va mettre fin à cette menace, mais aussi justement à travers le CONOPS et à travers la mise en place du mécanisme dont j'ai parlé de conjoint de sécurité, la possibilité d'évaluer l'envergure de cette menace. On ne peut pas juste dire qu'on va lancer des opérations de neutralisation sans avoir un point de départ et un objectif. Et donc, l'avantage ici, c'est que nous prenons cette question qui a été utilisée pendant plusieurs années pour dire si c'est le cas, nous allons y mettre fin une bonne fois pour toutes. Pour y mettre fin, nous devons savoir à combien sont-ils, quelle est la menace qu'ils représentent. Et ensuite, on s'attaque au problème à travers des approches différentes et appropriées. Et ensuite, on peut dire, voilà, objectif atteint. Et je pense que c'est ce qui est très important, le fait qu'on dit qu'on aille au-delà, si vous voulez, de la rhétorique et des discours contradictoires et qu'on dise, très bien, on met fin à cette question une bonne fois pour toutes.
Tout comme on met aussi fin à la question de la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo qui n'y ont rien perdu. Et je pense que c'est l'aspect clé de cet accord, le fait qu'il se concentre sur les questions qui bloquent le plus. La question qui bloque du côté de la République démocratique du Congo, tout à fait légitime, les troupes rwandaises n'ont rien perdu sur notre territoire, elles doivent rentrer chez elles. Question qui bloque du côté du Rwanda, apparemment, malgré le fait qu'ils ont une armée performante, malgré le fait que c'est le 4e pays contributeur de troupes de missions de maintien, dans les missions de maintien de la paix, c'est apparemment la menace des FDLR. C'est une menace? Très bien, on va y mettre fin. Et je pense que c'est ce qui est très important, le fait que cet accord se concentre sur ces 2 points-là et nous aide à les élaguer. Mais aussi, comme vous l'avez dit, la question humanitaire est reprise dans l'accord et la question justement des implantations de population est une question sur laquelle nous avons reçu beaucoup de rapports pendant cette période d'occupation et qui a été suivie de près au niveau du ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, évidemment, parce que cela relève de son ressort. Et c'est pour cela que nous poussons pour cet accord. C'est pour cela que nous sommes impatients de voir sa mise en œuvre et d'y contribuer. Parce qu'à travers cet accord, nous aurons un cadre très clair pour justement réglementer et nous assurer que tout retour et tout mouvement de population à travers les frontières respecte justement les normes internationales et tout pour nous permettre justement d'éviter qu'il y ait dans les phases de retour, qu'il y ait dans les communautés de retour des conflits quand des populations qui ont dû se déplacer veulent regagner leur communauté d'origine et se trouvent peut-être confrontées à d'autres réalités inattendues. En même temps, évidemment, cela va de pair avec le retour de l'autorité de l'État et à savoir le rôle aussi de l'autorité de l'État aux différents niveaux d'être un arbitre justement en cas de ce genre de conflit pour en éviter justement l'exacerbation. Alors, si je peux me permettre un petit commentaire, si vous lisez les CONOPS donnent un peu des détails sur comment on va traiter la question des FDLR. Il y a une dimension de sensibilisation, mais il y a aussi une dimension de leur retour au Rwanda et de leur intégration, parce que c'est des Rwandais. Et sur la question humanitaire, mais vous savez, on ne peut pas faire un retour de réfugiés, un retour de déplacés dans des parties du pays où ça tire encore. Il faut un minimum de sérénité, un minimum de paix. C'est ce que cet accord va apporter, parce que c'est l'accord, dès qu'il commencera à produire ses effets, il y aura un retour progressif de l'administration, et c'est cette administration qui sera en mesure de s'assurer que les populations, lorsqu'elles vont retourner, qu'elles retournent dans des conditions de sécurité, parce que les retours des déplacés comme des réfugiés, c'est fait aussi sur la base volontaire. Et donc, il y a des points qui sont, de notre point de vue, très cruciaux et sur lesquels nous faisons un suivi particulièrement étroit. On va prendre les questions de M. Michombero et puis ce sera M. Israël Mutombo. Madame la ministre, après avoir lu l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, j'ai constaté qu'il ne contiait pas une référence explicite à la justice ni à des mécanismes de reddition de comptes pour les crimes commis en RDC, notamment ceux documentés dans les provinces de l'Est de notre pays. Pouvez-vous, s'il vous plaît, éclairer l'opinion à ce sujet pour qu'on en sache davantage? Merci beaucoup. La question de la justice a suscité en effet beaucoup de débats et j'en suis tout à fait consciente. Comme je le disais auparavant, quand je répondais à la question de votre confrère, ce n'est pas un accord qui est exhaustif et qui couvre toutes les questions. Et nous devons le voir comme un accord qui s'est concentré sur les questions qui bloquent le plus pour l'instant. Est-ce que cela veut dire que la question de la justice n'est pas pertinente ou n'est pas une priorité, surtout pour le gouvernement congolais? Pas du tout. Je pense que ce que nous voyons avec cet accord et ce dont nous devons être conscients avec tout accord, c'est qu'il n'existe pas dans un vide. Il existe dans un écosystème. Et ce que nous faisons en tant que gouvernement congolais, ce que vous faites en tant que journaliste, ce que notre société civile fait, ce que nos partenaires internationaux font et bien d'autres acteurs font, c'est contribuer à cet écosystème. C'est tirer la sonnette d'alarme sur certaines thématiques et dire, même si cette thématique n'est pas reprise dans l'accord, elle a sa validité, elle a sa raison d'être. Et donc, nous prenons la question de la justice extrêmement au sérieux et
il faut aussi se rappeler qu'un accord de paix, c'est un compromis entre deux États. Et même si le souhait est tout à fait légitime de voir dans cet accord un pays reconnaître ses erreurs, un pays reconnaître ses violations et accepter d'être confronté, si vous voulez, à ces actions et leurs conséquences, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un accord de paix soit, si vous voulez, une capitulation. Il y a aussi le souci de s'assurer que pour sa bonne exécution, on ne puisse pas humilier l'autre partie. Cela ne veut pas dire que la question de la justice n'a pas sa pertinence. Et cela ne veut pas dire que la question de la justice n'avance pas. Elle avance à travers nos discours, elle avance à travers la CPI, elle avance à travers la Cour africaine des droits des peuples. De droits de l'homme et des peuples. Merci. Elle avance aussi à travers le Conseil des droits de l'homme qui a décidé d'envoyer une commission d'enquête internationale. Je sais qu'il y a des débats sur le financement, mais encore une fois, la question de la justice, la question de la vérité, la nature même du conflit, elle ne se pose plus. Elle ne se pose plus. Les rapports sont là, ils sont accablants. La vérité est connue par tous et par toutes et elle ne va plus être niée. Le fait qu'elle ne se retrouve pas dans cet accord ne diminue pas la valeur de cet accord et ne diminue pas la valeur de la question de la justice. Ce sont des questions complémentaires et notre responsabilité partagée, commune, en tant que République démocratique du Congo, c'est de créer l'écosystème qui va nous permettre à ce que, justement, cette question de la justice reste pertinente et aussi des débouchés concrets. Alors, souvenez-vous de ce que nous disons habituellement, que nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire. Vous avez vu, la ministre d'État fait référence à ce qui s'est passé à la Cour africaine de droits et des peuples. N'oubliez pas qu'il y a, même si aujourd'hui on en reparlera peut-être avec la ministre d'État, le Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme est en phase, en tout cas une mission d'établissement de faits a été mise en place, même s'il y a des difficultés de financement, il y a une commission d'enquête qu'on n'a jamais eue en 30 ans. Il ne faut pas oublier aussi que la Cour pénale internationale avait déjà mis ses mains dans la pâte. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas considérer que la justice sera laissée de côté. À ces propos, je vous relis ce que le président de la République a dit dans son discours du 30 juin. L'accord signé à Washington ouvre de perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies, à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. C'est le président de la République qui l'a dit dans son discours du 30 juin. C'est illustratif justement de notre engagement du point de vue du front judiciaire, parce que sans justice, on n'aura pas des garanties de non-répétition de ce que nous déplorons depuis 30 ans. On va prendre les questions de M. Israël Mutombo. Et puis ce sera Mme Alexandra Branjean de RSI. Merci pour la parole. Est-ce que madame parle lingala ou on reste en français? Malheureusement, aujourd'hui, les questions se poseront en français. Je répondrai évidemment de questions en lingala sur votre plateau. Il n'y a pas de souci. Alors, je suis curieux, je reviens par rapport à la question des FDLR. Je veux savoir la neutralisation des FDLR et les désengagements des troupes rwandaises. Ce seront concomitamment, où il faut d'abord finir avec la neutralisation des FDLR avant et le début du retrait des troupes rwandaises. Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi avoir quitté le cadre multilatéral pour une démarche bilatérale dès lors que plusieurs pays interviennent dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo? Et puis pour terminer, pour avoir quitté les cadres multilatéraux. Quel cadre multilatéral la ministre d'État demande? Pour avoir un peu plus de précision sur votre question. C'est-à-dire, bien avant, il y a eu... SADC, exactement. Évidemment. Parce qu'avant ça, il y avait loin. Exactement. Alors, pour terminer,
J'aurais bien voulu qu'on lise dans l'accord le point 6. C'est de là que je ressors ma question. Le point 6, alinéa 1, intégration bilatérale. Intégration Bilatérale. Dans le cadre, le parti lance et barre ou élargisse la coopération sur des priorités communes, telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique et des risquages des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu et des chaînes de valeurs minières transparentes et formalisées de bout en bout de la mine au métal transformé qui relie les deux pays en partenariat, les cas échéants avec le gouvernement et investisseurs des États-Unis. Par rapport à ça, je voudrais d'abord comprendre l'esprit de ce point, mais aussi la gestion conjointe sur les domaines miniers pour arriver à certifier nos matières minières. Était-il impérieux d'associer le Rwanda? Pardon? Encore plus. Je disais, la question, celle qui est liée à la gestion conjointe sur les domaines miniers, pour arriver à certifier nos matières minières, était-il impérieux d'associer le Rwanda? J'ai pris la question par rapport à l'article, le point 6, premier alinéa, que je viens de lire tout à l'heure. Voilà, merci. Donc, 3 questions. La première question sur la concomitance FDLR, retrait de mesures de défense. La deuxième question sur le processus bilatéral. La troisième sur le cadre d'intégration économique. Allez-y, Minita. Merci beaucoup. Donc, la question de la concomitance, encore une fois, j'ai essayé d'expliquer auparavant que le CONOPS reconnaît les préoccupations sécuritaires des deux pays et les traite justement de manière égale. C'est pour cela qu'il y a cette question cet aspect de concomitance. On ne peut pas parler, si vous voulez, d'une neutralisation des FDLR et ensuite un désengagement des forces. C'est comme pour dire qu'une question est plus importante que l'autre. C'est pour cela que cet aspect d'une concomitance est repris dans le CONOPS. Évidemment, la réalité est aussi... Concomitance, en français facile. Concomitance, c'est en même temps. En même temps, on a le CONOPS est divisé en 3 phases. Chaque phase a 30 jours. Dans ces phases de 30 jours, on regarde côté FDLR, qu'est-ce qu'on va faire? Côté RDF ou côté forces armées rwandaises qui doivent se désengager, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et là, maintenant, nos experts militaires et des renseignements se sont assis pour dire, bon, si on est dans une première phase, quelles sont les choses qu'on devra faire? D'abord, identifier des deux côtés, quel est l'effectif, quel est le point de départ. Ensuite, engager, par exemple, du côté des FDLR, des sensibilisations pour dire, ceux qui veulent, s'il vous plaît, rentrez chez vous, ça va nous faciliter la tâche. Du côté du désengagement des forces, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quel est le dispositif en place? Quel est l'effectif? Et ensuite, on avance de manière graduelle. Maintenant, la réalité du terrain est aussi qu'on doit s'adapter à certaines réalités contextuelles. Ça veut dire, par exemple, quand on se projette dans une logique actuelle, parce que le CONOPS a été rédigé en octobre, et la situation a changé entre maintenant et octobre, on ne peut pas penser, par exemple, à une neutralisation, des FDLR sans une présence des forces armées congolaises dans les zones où ils opèrent. Et donc, on ne peut pas penser à une neutralisation des FDLR sans un désengagement des forces armées rwandaises. Et donc, c'est justement là où nos experts militaires travaillent ensemble pour dire, si on veut atteindre tel objectif, eh bien, on doit être conscient que l'autre partie doit avancer sur certains points. Et c'est ça l'esprit de la concomitance, ou l'esprit du fait que tout se passe en même temps. On ne peut pas dire qu'on a un problème des FDLR si nous ne contrôlons pas les zones où elles sont supposées être opérationnelles. On ne peut pas dire non plus qu'on a un problème d'un désengagement des forces si nous ne sommes pas présents pour attester et confirmer le départ de ces forces. Et donc, évidemment, entre octobre et juillet 2024 et juillet 2025, il y a eu certains changements contextuels et on devra ajuster. Mais l'esprit reste le même. L'esprit reste le même. On respecte votre préoccupation, c'est les FDLR, pas de problème, on va s'en occuper. Mais vous respectez aussi la nôtre. Et c'est que vos militaires n'ont rien perdu chez nous, bye bye.
Et donc, c'est ça l'esprit de la concomitance. Les deux parties doivent reconnaître la validité de leurs préoccupations sécuritaires. Est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix? Pour quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix? Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment, je vous la donnerai évidemment, mais je la donnerai tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. C'est une question à $1 million de dollars. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Ce que moi je peux vous dire, c'est que du côté de la République démocratique du Congo, à travers la signature de cet accord, à travers tous les actes politiques que nous posons, à travers notre mobilisation, nous sommes déterminés à œuvrer pour un retour de la paix dans les plus brefs délais. Maintenant, la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Voilà, la question sur les multilatérales. Oui, la question sur le multilatéral. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué dans le cadre SADC-EAC? Bon, vous savez, à un certain moment, il y a eu des engagements à plusieurs niveaux. Vous vous en souviendrez. On a eu d'abord le processus de Luanda. On devait avoir un sommet. Et le président Kagame n'y a pas participé. On a eu ensuite plusieurs tentatives au niveau de la sous-région de trouver une solution. Il y a eu plusieurs accords qui ont été signés, plusieurs décisions, mais il n'y a pas eu de matérialisation. Et donc, la raison pour laquelle ces cadres multilatéraux n'ont pas continué à être exploités, c'est parce qu'ils n'ont pas fourni de résultats. Et parce qu'on n'a pas le luxe de dire on va juste attendre jusqu'à ce qu'un bon jour, on ait un résultat. Nous sommes le pays agressé, nous sommes le pays occupé, nos populations souffrent, nous n'avons pas le luxe du temps et de dire bon, on va maintenant gérer les égos des uns et des autres. Nous voulons des résultats et nous les voulons rapidement. Et nous les obtenons là où nous pouvons les obtenir. Et je pense que cet accord en est la preuve. La troisième question, alors c'était sur le point 6 justement. Et donc, sur s'il était nécessaire d'avoir le Rwanda associé dans la question de la certification. Oui, dans la certification. Donc, en fait, ce volet, c'est un accord quand même structurant de l'accord. C'est un aspect structurant de l'accord. Il propose transformer les questions sur lesquelles nous avons souvent eu des conflits en zone de coopération. Et donc l'idée, c'est justement d'aller d'un contexte dans lequel on s'accuse mutuellement vers un contexte justement où il y a plus de transparence et plus de visibilité. Quand il s'agit de la certification, il ne s'agit pas que du fait que le Rwanda va maintenant certifier nos minerais ou que nous allons certifier les minerais rwandais. On s'appuie sur les mécanismes qui existent, sur les mécanismes par exemple de la CIRGL pour dire justement si nous voulons que la question des ressources naturelles ne soit plus une question épineuse, si nous voulons aller au-delà des accusations mutuelles des uns et des autres, vous avez pris les nôtres, vous les vendez comme les vôtres, etc., nous devons renforcer cet aspect-là des mécanismes qui existent déjà au niveau de la région, à savoir les mécanismes aussi de certification. Et ça veut dire que, forcément, nous devons travailler ensemble avec le Rwanda, tout comme nous devons travailler avec d'autres pays de la région. Quand vous regardez la CIRGL, elle ne se limite pas au Rwanda et à la RDC, mais elle a justement le mécanisme qui est le plus utile, si vous voulez, et le plus probant pour cette question de certification et sur lequel je pense que nous allons devoir nous appuyer. Et donc pas exclusivement RDC-Rwanda, mais justement dans un caractère régional qui va bien au-delà. La question, c'est qu'ici, il s'agit d'un accord entre les deux pays. C'est pour cela qu'on parle explicitement des deux pays. Alors, je vais être plus concret sur cette question pour éviter justement toute ambiguïté. Le lac Kivu, nous avons le gaz dans le lac. Le lac qu'on les partage. Comment voulez-vous que sur la gestion du gaz qu'il y a dans le lac, un peu comme on a les pétroles dans les Graben albertines avec l'Ouganda, qu'il n'y ait pas des interactions? Première question, premier exemple. Deuxième exemple, le massif du Virunga, le parc de Virunga. C'est les mêmes massifs. Évidemment, il est plus grand, plus important à RDC et plus petit au Rwanda. On a des familles des gorilles qui vivent comme des humains. Lorsqu'il y a de coups de feu, ils se déplacent. Ils traversent dans les mêmes massifs pour se retrouver. Donc, vous voyez que c'est les questions qui ont été abordées ici, c'est des questions qui nous lient. Nous connaissons tous les motivations de la guerre.
Vous avez vu qu'on a sanctionné la raffinerie des Gasabo au Rwanda par l'Union européenne parce qu'elle raffine de l'or qu'il n'y a pas chez eux. Et donc ici, il faut s'assurer que nous avons pris toutes les précautions qu'il faut. Souvenez-vous de ce que la Mineta a dit précédemment ici. Nous sortons de 30 ans des conflits. Nous avons de millions de morts. Et donc, même si nous devons nous engager dans le cadre d'un partenariat économique, cela ne peut jamais se faire sans tenir compte de tout ceci. Et donc, Israël Mutombo, soyez bien apaisés sur le sujet. Ce qui a été abordé ici, c'est des choses qui sont vécues au quotidien et pour lesquelles nous, comme République démocratique du Congo, dans les cadres d'une paix restaurée, on ne peut que voir comment mieux faire. On a parlé d'électricité aujourd'hui, même aujourd'hui, Sénélac. Je vous ai donné l'exemple du Sénélac, du courant qui est produit Ruzizi en RDC, mais qui est donné au Rwanda et au Burundi dans le cadre d'un projet d'intégration qui a été mené par la CEPGL. Donc, ici, il faut bien lire ce qui a été dit et le garder dans le contexte précis parce que vous avez des exemples des réalités qui sont déjà vécues sur terrain. On va prendre la prochaine question. Comment nous sommes arrivés à signer l'accord avec le Rwanda alors que la démarche était celle de rechercher la sécurisation? Je crois que ici, Israël, on ne va pas refaire l'émission. La Mineta a dit que c'est un accord de paix. On a signé un accord de paix. Dans cet accord, on a énoncé des principes, notamment le principe de l'intégration économique. Et dans les principes d'intégration économique, on a parlé d'une intégration régionale, on a parlé de ce qui est bilatéral en partant de l'existant. Il faut bien comprendre cela pour que cela ne soit pas un élément de confusion. On aura l'occasion, je viendrai sur votre plateau pour aller plus en détail, parce que je pense que vous-même, vous avez des susceptibilités sur le sujet. Mais ici, comme le président de la République l'a dit en début de cette émission, aucune ressource de la RDC ne sera brandée. Madame Alexandra Branjon, allez-y s'il vous plaît. Et puis ce sera Eric Izami. Et puis on prendra la dernière question pour terminer. Madame la ministre, bonsoir. Monsieur le ministre, une question à nouveau sur les FDLR. Comment est-ce que vous comptez neutraliser ces FDLR? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les forces armées congolaises ont les moyens de le faire, sachant que ces groupes armés sont souvent dans des zones contrôlées par les M23? Est-ce que vous avez identifié des difficultés pour le faire? Est-ce que vous souhaitez une assistance étrangère? Tout à l'heure, vous parliez de la MONUSCO. Et enfin, est-ce qu'une opération conjointe avec l'armée rwandaise pourrait être envisagée? Merci. Merci beaucoup. Alors, la question des FDLR et leur neutralisation, évidemment, je pense tout d'abord qu'on doit se référer à toutes les expériences antérieures que nous avons déjà accumulées en République démocratique du Congo et donc à une certaine expertise, si vous voulez, dans la question, raison pour laquelle, pour nous, il s'agit surtout d'éléments résiduels des FDLR. Je pense qu'on a vu quand même, au fil des années, une réduction quand même assez sensible par rapport au nombre des effectifs des FDLR, suite aussi aux opérations, aux différentes opérations et différents efforts qui ont été menés par la République démocratique du Congo. Donc, quand il s'agit de la question justement de comment s'y prendre, comme je l'ai évoqué au début, il s'agit tout d'abord de sensibiliser les FDLR qui sont rwandais sur la possibilité de retourner chez eux et la possibilité d'y être pris en charge à travers la commission de démobilisation du Rwanda et d'être réintégrés dans la société rwandaise. C'est le premier pas. Et nous l'avons toujours observé dans d'autres efforts, si vous voulez, pour gérer la question des FDLR. Évidemment, tout cela va de manière crescendo, si vous voulez, ou séquentielle, en fonction justement du succès de cette première étape. Si nous voyons que c'est une étape qui a beaucoup de succès et qu'il ne s'agit que des poches de résistance, évidemment, encore une fois, avec plus d'insistance, on va essayer de motiver les FDLR à retourner chez eux. Et ceux qui ne voudront pas se rendre, évidemment, feront face à des opérations militaires. Chose que nous avons déjà eue en République démocratique du Congo, encore une fois, dans des formats différents et à chaque fois adaptés, si vous voulez.
Nous l'avons eu dans le format d'opération conjointe avec la MONUSCO, et ça avec une implication variée de la MONUSCO. Nous l'avons eu aussi dans le cadre des opérations Moja Wetu avec les forces armées rwandaises. Donc encore une fois, nous avons une panoplie d'expériences sur laquelle nous pouvons nous appuyer. La question de la capacité des forces armées congolaises à faire face à la présence des FDLR, bon, déjà, elle ne relève pas de mon domaine, mais je peux vous assurer que la défense, pendant ces derniers mois et pendant ces dernières années, s'est justement concentrée sur son efficacité et sur justement le besoin d'être plus performante. Et donc, je peux très bien m'imaginer que dans ce cadre d'opération aussi stratégique, d'une portée si importante pour la République, que nous n'allons pas avoir de doute sur la performance, la capacité de performance de nos forces armées. Maintenant, la question sur la possibilité d'opérations conjointes entre la République démocratique du Congo et les forces armées rwandaises, cette question n'a pas été évoquée et elle n'est pas encore sous examen, ou elle n'est pas prévue d'être examinée, en tout cas dans les jours à venir. Nous nous concentrons sur nos propres capacités, nous nous concentrons sur nos propres capacités à être à la hauteur de ce défi et sur notre détermination, au besoin associer des partenaires internationaux comme peut-être la MONUSCO, si le besoin est ressenti, et évidemment en coordination avec ces acteurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas de plan quelconque de le faire conjointement avec les forces armées rwandaises. Je pense que pour l'instant, on se concentre plutôt sur leur départ définitif. Merci, bien dit. Éric Izami. Merci de la parole. Je voudrais globalement féliciter votre activisme dans votre gouvernement pour rechercher la paix, parce que la paix est essentielle. Alors la question, la première, c'est de revenir sur ce qu'a évoqué ici mon confrère Israël Mutombo, mais je voudrais être beaucoup plus concret. Nous parlons de l'accord de paix. Existe-t-il dans cet accord une coopération minière entre le Congo-Kinshasa et le Rwanda? Ou existe-t-il un projet conjoint dans ces sens? Nous avons besoin de réponses à propos. Le 1.23, deuxième question. Le 1.23 exige pour poursuivre avec les pourparlers au niveau de Doha que Kinshasa puisse donner oui choses. Entre autres, il y a notamment la levée de poursuite de certains de leurs cadres. Qu'est-ce que votre gouvernement en dit? Et puis pour terminer, c'est la question au ministre Mouyaya. Je suis congolais, avant d'être journaliste, donc je partage votre avis que d'aller vers la paix. Mais vous nous expliquez de manière bien tout ce qui a été fait au niveau des États-Unis. Mais nous ne sommes pas en face de gens qui sont ou qui ont toujours fait preuve de bonne foi. Je voudrais, moi, garder en éveil mon sens critique. Alors, je pose la question. Qu'est-ce que le gouvernement congolais prévoit pour que ce que vous nous expliquez aujourd'hui ne puisse pas être détourné par notre voisin, le Rwanda, qui, depuis toujours, est toujours la petite bête pour nous faire de problèmes? Je crois que c'est une question qui est toute simple. On ne peut pas comparer les deux pays. Parce qu'ici, nous avons une opinion qui s'exprime dans sa diversité, dans sa pluralité, y compris sur des sujets où les gens n'ont pas toujours l'expertise qu'il faut. Il faut considérer avec la signature de cet accord que nous avons une ouverture pour aller vers la paix. Je vous ai rappelé ce que le président de la République a dit ici. Aujourd'hui, tout ce qui faisait l'objet des discussions, tout ce qui faisait l'objet d'affrontements entre les deux pays a été coulé sur l'accord. Et dans cet accord, le Rwanda s'est engagé comme la RDC. C'est pour ça que tous ceux qui donnent des avis dans un sens ou dans un autre, ils doivent se rendre compte que nous avons sur un papier l'engagement du Rwanda fait à la Maison-Blanche devant le président américain qu'on peut considérer comme un des garants de ce qui a été convenu. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le temps, la ministre d'État est là, d'aller dans la polémique, là où nous voulons nous assurer que des vies humaines sont sauvées, que des femmes sont moins violées, que les enfants peuvent aller à l'école dans les bonnes conditions. Et cet accord ouvre cette voie.
Et donc, il faut considérer que nous tous, un peu dans l'esprit de l'appel qui a été lancé le 25 avril, qui est évoqué dans les préambules de l'accord, nous tous, nous devons contribuer où nous sommes pour aller vers la paix. Donc, on va quitter le terrain de la polémique qui ne construit pas et on va nous tous nous assurer que le Rwanda qui s'est engagé dans cet accord doit, pour sa part, y contribuer autant que nous allons le faire. C'est à ces prix qu'on va montrer le caractère républicain et notre envie de parvenir à une paix dans la région. Voilà ce que je peux dire à ces propos. Madame la ministre d'État. Merci. Donc, je reprends les deux premières questions. La première question était, est-ce qu'il y a dans cet accord une disposition sur un accord minier entre la RDC et le Rwanda? Non. Lisez l'accord. Et vous pouvez lire l'accord. La deuxième question, les 8 conditions du M23. Comme vous l'avez évoqué, en effet, il y a le processus Doha qui est encore en cours. Apparemment, le M23 a jugé opportun de s'adresser de prendre parole aujourd'hui, si je ne me trompe pas, pour évoquer 8 doléances qu'ils auraient. Je pense que ce sont des conversations qui ont lieu dans le cadre du processus de Doha et qui doivent continuer dans le cadre du processus de Doha. Nous n'allons pas nous prononcer là-dessus. Nous avons traité tous les processus, que ce soit le processus de Luanda, que ce soit le processus de Washington DC ou le processus de Doha, avec professionnalisme et respect envers les facilitateurs, avec discrétion, pour justement contribuer à un environnement propice pour avoir des discussions fructueuses. Nous allons maintenir cette posture. Ces conversations-là ont lieu à Doha, elles continuent à Doha. Voilà, Madame la ministre d'État, je pense que nous avons couvert tous les sujets. Les questions, elles peuvent encore continuer. Nous irons sur des plateaux. Non, je pense que dans l'exercice de ce soir, nous avons voulu être pédagogues. Nous sommes là, d'ailleurs, nous avons débordé sur le temps du journal de la RTNC. Sauf, si vous voulez, dans 2-3 minutes, on peut prendre 2 petites questions en série et on nous répond une fois pour toutes pour clôturer. Très rapidement, parce que je vous en prie, on va prendre la question de Madame Gino Rehema et de Monsieur Lufrance. Alors, des questions qu'on nous prendrons en série et nous répondrons une fois pour toutes, s'il vous plaît. On commence par Monsieur Kouzike et on termine par Madame Gino Tabo. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole a été démocratisée. Madame, j'ai constaté que vous avez du mal à vous débarrasser des textes. Il faut poser des questions. Oui, s'il vous plaît. Posez votre question. Ce n'est pas une tribune pour des interventions. Vous posez votre question. On viendra dans votre plateau pour donner les détails. Mais ici, il faut poser votre question et on vous donne une réponse. Excellence, Madame la ministre d'État, nous sommes ici dans une matière précise de négociations en sociologie des conflits. Ça signifie que pour que nous tombions dans un consensus, il faut que chacune des parties perde une chose et gagne une autre. Vous pouvez nous dire et dire aux Congolais ce que le Congo a perdu en signant cet accord et ce qu'il a gagné, ce que le Rwanda a perdu dans cet accord, ce qu'il a gagné. Et la deuxième question, comment les facilitateurs, dont les États-Unis d'Amérique interviennent à titre de facilitation, sortent en tant que partie qui signe l'accord. Pourtant, les facilitateurs n'est pas partie prenante aux négociations. À quel titre est-il ou sont-ils intervenus, les États-Unis, pour demain signer cet accord en tant que partie prenante au conflit? Okay. Alors, la dernière question, je Non, c'est deux questions. Madame, s'il vous plaît. Madame Dino. La dernière. Merci beaucoup. Merci, monsieur. On viendra dans votre plateau, monsieur Madame. Ça, s'il vous plaît. Allez, Gino Tabo, allez-y. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci. La question. Aux États-Unis, il y a eu des engagements qui ont été pris par la RDC et le Rwanda. La RDC a pris aussi l'engagement de neutraliser les FDLR. Je reviens sur cette question. Alors, je voudrais savoir où se trouvent ces FDLR. Vous les localisez où? Et aussi, ils sont estimés au nombre de combien? La deuxième question, M. Boulos a déclaré dans une interview, il a confirmé l'influence du Rwanda sur les M23. En même temps, il a dit que
l'accord de paix conclu vise à mettre fin aux 3 décennies de conflit en appelant au désarmement de groupes rebelles tels que le M23 et à la coopération économique régionale. Alors, ma question, comment nous pouvons comprendre cet aspect de la coopération économique? Donc, c'est-à-dire comment se fera cette vous revenez sur une coopération question économique? qui a déjà été posée et reposée. Permettez que sur cette question, la ministre d'État ne réponde pas parce que nous en avons parlé abondamment. Sur la question de la localisation des FDLR, comprenez aussi qu'ici, il y a des questions qui relèvent de la stratégie militaire. La ministre d'État pourra faire un commentaire, mais aussi, de ce point de vue, il faut considérer qu'on ne peut pas s'étendre sur d'autres aspects parce que c'est des aspects qui relèvent justement même pas du ressort de la première diplomate après le président de la République, mais des états-majors de nos forces armées. Madame la ministre d'État, pour les questions qui vous ont été destinées. Parfait, merci beaucoup. Alors la première question, qu'est-ce que la RDC a perdu et qu'est-ce que la RDC a gagné? Et idem pour le Rwanda. Écoutez, encore une fois, je ne voudrais pas verser dans des interprétations politiques. Comme le ministre Mouyaya l'a expliqué, nous sommes dans un exercice pédagogique. Nous sommes dans un exercice d'explication de l'accord. Si on parle de gains et de pertes, c'est une interprétation, si vous voulez, de cet accord. Et je trouve que cela pourrait être extrêmement subjectif. Concentrons-nous donc sur ce que nous avons noir sur blanc et pas sur ce que nous croyons voir. Je pense quand même que ce que nous avons gagné, et je veux me concentrer sur les gains, je veux me concentrer, je veux être optimiste justement. Ce que nous avons gagné, ce que nous avons obtenu, c'est un accord clair, c'est un accord qui responsabilise les deux parties, c'est un accord avec un garant, et ça m'amène à la deuxième question dont vous avez parlé, que vous avez évoqué, un garant qui est prêt à se mobiliser aussi pour assurer le suivi de cet accord et sa mise en œuvre effective. La deuxième question, à quel titre est-ce que les États-Unis d'Amérique ont signé? Eh bien, au même titre que l'Angola aurait signé, au même titre que les pays de la SADC auraient signé, au même titre que le Qatar va signer, en tant que facilitateur, évidemment. C'est un document juridique, on ne peut pas juste laisser les deux parties signer. Il y a cet engagement aussi du facilitateur qui doit se matérialiser à travers une signature, et donc c'est justement pour cette raison que les États-Unis d'Amérique ont signé, parce qu'ils ont justement ce rôle de facilitateur. En même temps, vous vous en souviendrez peut-être, pendant la cérémonie de signature, il y avait d'autres participants qui ont aussi contribué à ces efforts, mais peut-être que cela ne s'est pas manifesté à travers une signature, à savoir le président de la Commission de l'Union africaine, à savoir le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Qatar, à savoir aussi le ministre des Affaires étrangères du Togo. Juste pour vous montrer justement que cet accord est le fruit de plusieurs efforts, mais spécifiquement dans ce cas-ci, le fruit aussi d'une facilitation assumée par les États-Unis d'Amérique. Et donc, à juste titre, ils ont signé cet accord avec nous dans leur qualité de facilitateur, tout comme ça aurait été le cas si cet accord avait été signé en Polynésie ou je ne sais pas, en Indonésie ou n'importe quel autre pays du monde. Quand un pays est facilitateur, il a aussi cette responsabilité-là d'apposer sa signature à cet accord. La troisième question, c'était sur les FDLR, sur les effectifs des FDLR, sur le positionnement des FDLR. Comme le ministre l'a indiqué, nous n'allons pas pouvoir nous pencher sur ce genre de détails opérationnels, mais ça nous ramène encore une fois au rôle du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui justement a ce travail-là, d'établir, si vous voulez, un point de départ, d'établir une compréhension partagée. Où sont-ils? À combien sont-ils? Quelle est la réelle menace qu'ils représentent? Tout comme pour la question du désengagement des forces, ce travail-là devra aussi se faire. Quels sont les effectifs dont nous parlons? Où sont-ils positionnés? Si nous voulons passer à la mise en œuvre de ce CONOPS, évidemment, comme vous l'évoquez, ces questions sont tout à fait légitimes et pertinentes et vont être justement au cœur du travail de ce mécanisme qui va être mis en place. Nous n'allons peut-être pas tous avoir les détails de ces informations, mais pour que ce travail se fasse de manière efficace, il devra y avoir un point de départ qui permettra justement d'évaluer le progrès et le succès des efforts et des opérations respectives. Voilà, Madame la ministre d'État, nous avons en tout cas terminé cet exercice
pédagogique. Il était lent, mais comprenez qu'il y avait... Il était aussi pédagogique pour moi. Voilà. Qu'il y avait beaucoup de questions et qu'il était important que le peuple congolais puisse être fixé et édifié de cet accord qui a été obtenu, évidemment, grâce aux efforts diplomatiques portés par le président de la République lui-même, la première ministre, la Mineta et toute l'équipe, parce que finalement, c'est un travail qui a été fait par plusieurs. C'est un point de départ. Madame la ministre d'État, quels peuvent être vos mots pour terminer l'exercice de ce soir? Tout à fait. Je pense que le mot important ou l'expression importante ici, c'est effectivement un point de départ. Comme je l'ai dit à Washington DC, c'est maintenant que le vrai travail commence. C'est un travail qui nous concerne tous en tant que Congolais et Congolaises, en tant que citoyens engagés, que nous soyons membres du gouvernement, que nous soyons membres de la société civile, de la presse ou citoyens engagés et épris du souci de voir la paix se matérialiser dans notre pays. Notre travail à nous tous commence maintenant, à commencer par l'appropriation de cet accord, sa compréhension, sa lecture évidemment, la curiosité qui devrait nous animer justement, devrait nous encourager aussi à avoir des conversations les uns avec les autres pour mieux comprendre cet accord, mais aussi se pencher concrètement sur les réalités qui doivent rapidement se transformer, en particulier dans les zones encore sous occupation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est qu'un début, c'est le premier pas et nous allons continuer à avancer vers la mise en œuvre de cet accord, mais surtout aussi vers une paix durable, vers un développement durable et vers une pacification continue de la partie est de notre pays et évidemment de la région des Grands Lacs. Merci beaucoup. Voilà, merci Madame la ministre d'État. Pour terminer, je sais qu'il y a encore beaucoup de questions. On n'a pas pris de questions à Lingala ce soir, mais Flavien Roussaki, on fera une émission à Lingala, ou Peter Tiani, on fera des émissions, parce qu'il nous faut apporter de la pédagogie pour qu'il y ait de la compréhension de ce qui a été convenu. On fera des émissions en Swahili, on fera des émissions en Chiluba, pour être sûr que tous les Congolais, partout où nous nous trouvons, nous nous imprégnons de ce qui a été fait. Nous pouvons comprendre que nous sommes dans un contexte pluriel, nous sommes dans un contexte où tout le monde a ses opinions, mais dans ce qui a été fait pour l'aboutissement de cet accord qui n'est qu'une ouverture vers la paix, beaucoup de sacrifices ont été consentis et comme on l'a dit et répété, aucun intérêt de la République n'a été bradé. On a parlé du Rwanda, on connaît les dénis du Rwanda sur son rôle à RDC, mais nous avons été avec eux à table, on a signé. Il n'y a pas meilleure preuve que c'est l'autre partie en conflit. Et donc, donnons-nous nous-mêmes la chance de voir la paix revenir dans ces parties du territoire et nous comptons sur vous, justement, les médias, pour contribuer à une meilleure explication et nous vous disons déjà notre disponibilité pour continuer à apporter dans le cadre de notre devoir de redevabilité sur lequel insiste beaucoup la Première ministre et les présidents de la République pour que le Congolais puisse être pleinement édifié sur ce qui s'est fait, évidemment, que vous serez tenus au courant de prochains exercices pour lequel nous souhaiterons votre accompagnement et votre contribution. Madame la ministre d'État, merci énormément d'avoir donné de votre temps pour l'exercice de ce soir. J'espère que vous serez disponible, comme toujours, pour d'autres exercices de redevabilité. Volontiers. Peut-être cette fois-là, ce sera en Chiluba. Peut-être. Okay. Merci beaucoup et donc bonne soirée.